si une reprise cyclique induite par les mesures de relance en Chine était en cours. En effet, alors que les autorités locales ont tenté ces derniers mois de stabiliser les secteurs immobiliers et bancaires et de renforcer le soutien au marché boursier et au renminbi, les données sur la croissance de l'activité au T3 publiées ce matin étaient très attendues par la communauté financière. Et nous avons donc appris que le PIB chinois a augmenté de 4,9% sur un an au T3, cela étant, et même si le consensus des économistes interrogés par Reuters s'attendait à une croissance de 4,5% sur un an, je rappelle que les données de ce matin sont à comparer à une croissance annuelle du PIB de 4,5% au T1 et surtout de 6,3% au T2. Par ailleurs, sur une base trimestrielle, l'économie chinoise a progressé de 1,3%, reprenant un certain élan après une croissance de seulement 0,8% au cours de la période avril-juin. Mais cela sera-t-il suffisant pour atteindre les objectifs de 5% de croissance annuelle fixée par Pékin pour l'exercice 2023? Eh bien oui, puisque les données du troisième trimestre placent le taux de croissance de la Chine à 5,2% depuis le début de l'année. Pour autant, est-ce que l'économie chinoise est-elle sortie d'affaires? Eh bien non, répondent les économistes, car l'immobilier reste un risque majeur avec l'effondrement des ventes de maisons et les promoteurs China Evergrande Group et Country Garden aux prises avec de lourdes dettes. Par ailleurs, la confiance des consommateurs reste fragile et le contexte mondial s'assombrit en raison de la guerre entre Israël et le Hamas. Aux États-Unis, la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a dévoilé hier une série de nouvelles restrictions à l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine. Ces nouvelles mesures étendent les catégories de puces et d'équipements de production soumis à des contrôles stricts et visent à empêcher la Chine d'accéder à une certaine capacité d'intelligence artificielle dans le militaire ou la vidéosurveillance. Dans la foulée de cette annonce, l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs a prévenu que des mesures de contrôle trop étendues et unilatérales risquent de pénaliser l'écosystème américain des semi-conducteurs, sans pour autant améliorer la sécurité nationale, car elles incitent les clients étrangers à aller se fournir ailleurs. Les pays membres de l'Union européenne ont adopté hier une position commune sur la réforme européenne du marché de l'électricité, surmontant ainsi le différend franco-allemand. Cette position a été adoptée à la quasi-unanimité, seule la Hongrie a voté contre, a précisé Teresa Ribera, la ministre espagnole de la transition écologique. C'est l'aboutissement d'un long processus et une grande victoire française, a par ailleurs commenté l'Elysée. Cet accord, conclu par les ministres de l'énergie réunis au Luxembourg, prévoit la possibilité d'un soutien public aux centrales nucléaires existantes sous réserve du respect des règles de l'Union européenne sur les aides d'État. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. En Europe, les places financières majeures ont fini en hausse malgré la reprise de l'accélération des rendements obligataires et la situation géopolitique au Moyen-Orient qui reste tendue. À Paris, le CAC 40 a grignoté 0,11% à 7029 points, tandis que le DAX a clôturé sur une note stable avec un gain de 0,09% à 15 251 points et le FTSE a lui gagné 0,58% à 7675 points. À la bourse de New York, les indices actions ont fait du surplace à l'exception du Nasdaq plombé, comme on l'a vu, par les décisions des États-Unis d'étendre les restrictions d'exportation de semi-conducteurs vers la Chine. Le Dow Jones a grappillé 0,04% à 33 997 points. Le S&P 500 a symboliquement reculé de 0,01% à 4 373 points. Le Nasdaq Composite a lui reculé de 0,25% à 13 533 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a fini à l'équilibre. Les investisseurs prudents, alors que les ventes au détail aux États-Unis laisse présager à minima une poursuite du statu quo de la Fed. Le Nikkei a grignoté 0,01% à 32 042 points dans le détail, alors que le SBF 120 a fait du surplace avec un gain timide de 0,08%. Edenred s'est distingué à la hausse avec un bond de 4,11% à 55,22 €, un gain qui s'explique par l'avis défavorable au plafonnement tarifaire rendu hier par l'autorité de la concurrence. A l'inverse, Fnac Darty est lanterne rouge du SBF 120 avec un repli de 4,98% à 22,50 €. Sur le marché des rendements obligataires, boosté par les bons chiffres des ventes au détail outre-Atlantique qui pourraient inciter la Fed à maintenir ses taux à un niveau élevé plus longtemps que prévu, les obligations d'État américaines à 10 ans ont gagné plus de 11 points de base à 4,9215%, tandis que celles à 2 ans ont bondi de plus de 9 points de base à 5,1924%. Dans la zone euro, le Bund à 10 ans a pris 10 points de base à 2,881%, tandis que celui à 2 ans a pris près de 9 points de base à 3,244%. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté hier, soutenus par les craintes d'une expansion du conflit entre Israël et le Hamas après un tir meurtrier sur un hôpital à Gaza. Pour autant, les gains observés au cours de la séance ont été réduits par la perspective d'une possible offre plus importante en provenance du Venezuela,
pays disposant des plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde selon les spécialistes. Le baril de Brent pour livraison décembre a terminé en hausse de 0,27% à 89,90$ le baril. Quant à celui de WTI pour livraison novembre, il est lui resté stable à la clôture à 86,66$. On marque une rapide courte page de pub dans cette édition du 18 octobre 2023 du live de Téléfinance, et juste après nous retrouverons le ChronoCAC revisité à la sauce iWave Capital avec David Furcage, son président. À tout de suite sur Téléfinance.